Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous avons le Kingzone N3+, et non pas le N3 tout court, parce que contrairement à ce que dit la boîte, ce ne sont pas du tout le même téléphone. Enfin, peut-être qu'ils ont le même design, il me semble qu'ils ont le même design, mais en interne c'est pas du tout la même chose. D'un côté nous avons le N3 qui utilise l'ancienne génération de Mediatek, le 6582, et qui a que 1 Go de RAM, pendant que l'autre utilise le 6732 et a 2 Go de RAM, ce qui est tout à fait adéquat pour ce nouveau processeur d'ailleurs. Donc, ah oui, tiens, ça me fait penser à un truc. Il y a des gens dans les commentaires qui s'amusent, enfin, pas nombreux, mais ça m'amuse toujours de voir à quel point les gens dans les commentaires sur YouTube et puis ailleurs aussi, sur Internet, ont des excuses incroyables pour détester les gens. Par exemple, c'est moi, quand je dis GO, vous savez, comme gigaoctet, une version condensée, on me dit tu dis pas kg pour dire kilogramme, et gna 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 gna. J'adore voir à quel point il y en a qui se focalisent sur des petits points qui sont complètement anecdotiques juste pour dire des saloperies dans les commentaires. Je trouve ça assez magnifique. Enfin bref, donc regardons ce qu'il y a marqué à l'arrière, parce que pour une fois nous avons un téléphone qui fait l'effort de mettre ses caractéristiques complètes à l'arrière. Donc nous avons le MT6732W, ce qui est la même chose que le 6732 tout court, pour information, le W on s'en fout un petit peu. En fait, pour Mediatek, règle générale, il y a que le M qu'on a quelque chose à faire, parce que c'est souvent une version avec une fréquence un peu plus basse. Mais peu importe la lettre, ensuite, derrière, ou pas de lettre du tout, ce sera toujours le même processeur, a priori. Donc ce processeur, c'est le 64 bits de Mediatek quad-core, 1,5 GHz, qui est compatible avec Android Lollipop, et c'est-à-dire Android 5.0, et ce téléphone aura certainement une mise à jour qui va bien avec, lui aussi. Enfin bon, même si ça n'a pas forcément un intérêt incroyable non plus, mais bon, c'est sympa. Donc, nous avons toutes les fréquences 4G qu'on a en France, toutes les fréquences 3G qu'on a en France aussi, et bien entendu, notre fréquence à nous, GSM, le GSM 900, pour la 2G. Donc, 16 Go de ROM, 2 Go de RAM, un écran 720p 5 pouces, donc nous avons Android 4.4 qui est fourni d'origine dedans, une batterie 2800 mAh qui pour un téléphone de ce genre devrait être largement suffisant, lecture et enregistrement en Full HD, ça m'étonne pas, c'est normal, ça c'est le processeur qui gère ça. Il y a marqué que nous avons un téléphone très fin, etc., avec des bords, des bords peu épais, etc. Bon bah ça c'est à vous de juger par rapport à ce que vous allez voir du téléphone. Un 13 mégapixels avec autofocus à l'arrière et un 8 mégapixels avec autofocus à l'avant. Ah ça par contre c'est bizarre si c'est vrai, mais bon en même temps le nombre de mégapixels, ne regardez pas ça pour savoir la qualité, ça ne veut rien dire, mais s'il y a un autofocus à l'avant ça serait marrant. Là il y a marqué N3+, pour une fois, et non pas comme il y a marqué à l'avant seulement N3, ni sur les côtés d'ailleurs, seulement N3, donc voilà, faut savoir quand même que cette étiquette est collée par-dessus la boîte ensuite, donc peut-être qu'ils ont juste modifié l'étiquette et qu'ils ont gardé la même boîte sinon. Ensuite, quelques logos, 4G LTE, 5 pouces HD, il y a une petite fenêtre à l'intérieur d'une smart cover, a priori, qui affiche des trucs quand c'est fermé. Bon, ok, pourquoi pas. Le Wi-Fi, bon, ça c'est normal, en même temps, Wi-Fi, Bluetooth, tous ces trucs sont intégrés là-dedans. HDR, pour la vidéo, a priori, vu le logo qu'il y a dessus, mais bon, a priori, c'est peut-être sûrement que pour la photo. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons l'OTG, nous avons ça. Je suppose que c'est une boussole, je suis pas sûr qu'elle fonctionne, parce que j'en ai jamais vu un seul qui fonctionne. Ça, aucune idée, gyroscope peut-être. What the fuck? Une ampoule avec un truc à côté, bon c'est pas. Le GPS, bon pourquoi pas. Donc, bah c'est parti pour ouvrir ce truc là, maintenant qu'on sait tout ce qu'il y a. Ah, c'est le logo de la marque ce truc? Je sais pas. Bah non, c'est ça le logo de la marque. Bon bref, on n'en sait rien. Donc maintenant, le téléphone, on va le mettre de côté, voilà, on va regarder d'abord les accessoires, nous avons ce petit morceau. Ah oui, alors les accessoires bougeaient dans tous les sens, pendant le transport, c'était magnifique, il y a rien du tout mais bon, en même temps, il y a beaucoup de machins qui n'ont rien du tout. C'est bizarre, l'autocollant de garantie qui est sur le truc des haut-parleurs, alors, des écouteurs qui ont pas l'air si mauvais que d'habitude, je ne pense pas non plus que ça soit révolutionnaire, mais bon, voilà. Alors, l'OTG fonctionne vraiment avec ce téléphone, visiblement, parce que c'était marqué sur la boîte déjà, et surtout, nous avons un petit câble OTG qui est donné avec, bonne idée, bon petit détail comme ça, un chargeur, tiens, étonnant, pas du tout un modèle générique, pour une fois, enfin peut-être un modèle générique, mais un nouveau que je ne connais pas en tout cas, avec la prise sur le dessus, etc., qui ressemble un peu à un Samsung, mais avec la prise sur le dessus, enfin avec, bien entendu, les angles sont pas identiques, etc., donc c'est pas du tout une contrefaçon de Samsung, ça essaye pas de se faire passer pour du Samsung, mais on sent une inspiration, sauf que la prise est sur le dessus, comme je le disais à nouveau, le poids est assez honnête, peut-être un bon chargeur, pour une fois intéressant. On m'a demandé plusieurs fois si je pouvais pas tester un téléphone de cette marque, c'est bon, je le fais, et je m'attendais pas à une marque qui a fait aussi peu de téléphones, je m'attendais pas à une marque en fait qui ait l'air de mettre autant d'attention là-dedans. Donc,
une bonne grosse batterie bien lourde là avec, et qu'est-ce que c'est que ça? Un mode d'emploi. Un mode d'emploi très très épais, disons, qui est fait pour Android 4.0 et plus, a priori, donc ça correspond. Bon bah pourquoi pas. Bon en même temps c'est que en anglais, je sais pas trop si ça vous intéressera. Alors il y a marqué que c'était compatible avec la fonction que vous avez avec une petite fenêtre à l'intérieur du téléphone quand on le replie, mais il n'y a pas de smart cover donné avec, donc il faut l'acheter en plus si on veut cette fonction. À la place nous avons cette espèce de chose semi-inutile disons, qui est donnée avec. Un petit quelque chose en plus de la notice, je sais pas ce que c'est, et un protège-écran fourni séparément. Regardons si le téléphone en a un qui est déjà posé, ça serait une bonne chose. Alors là nous avons cette espèce de protège-écran temporaire, voilà, pas de protège-écran en dessous, il va falloir le poser soi-même, il faut croire. Donc bon bah voilà, je m'amuserai à le faire. Le téléphone est vraiment pas mal du tout, hein, au niveau du design, etc. Je sais pas si vous arrivez à voir la bordure qu'il y a entre l'écran et la bord de l'écran, enfin le vrai bord de l'écran, quoi. Bon, c'est vrai, il y a quand même un certain espace, donc bon, comme je le disais, le fait qu'il y ait des bordures qui soient peu épaisses, ça, franchement, je vous laisse seul juge. Un truc intéressant qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont protégé le haut et le bas du téléphone, visiblement aussi, contre les rayures pendant le transport. Délicate attention, franchement. J'en attendais pas tant. Intéressant ce téléphone. Jusque-là, bonne attention aux détails quand il s'agit du transport. Bien vu. Sauf que la boîte, malheureusement, ne cale pas du tout les différents accessoires. Ça, c'est bête. Donc, marqué 13 mégapixels ici, juste à côté de la caméra. Tac tac tac, vous avez vu qu'il y avait visiblement un capteur d'empreinte digitale, et celui-là il est, comment dire, il est pas intégré dans un bouton, ce genre de truc. Ils ont vraiment mis un truc vraiment très industriel, hein, pour le capteur d'empreinte digitale. Donc bon, ok, peut-être qu'il est un petit peu moins joli, mais peut-être qu'il a des chances de bien fonctionner cette fois-ci. Parce que bon, vu qu'il n'y a rien du tout pour gâcher, disons, son pouvoir de captation, ça veut rien dire du tout, c'est pas grave. Donc ouais. Par contre il est pas très large, donc je sais pas trop... tiens, c'est marrant, regardez, il y a une étiquette à l'intérieur, là, avec les IMEI et tout le bordel, qui est mal collée sur le mien, alors du coup, plop, c'est drôle. Bon, bref, je mets ma batterie dedans, et on va l'allumer. Alors, je sais pas si vous avez vu quand même, il y a une petite inspiration Xiaomi Mi 3 sur ce téléphone. Pas une grosse, hein, j'ai pas le Xiaomi Mi 3 sous la main, c'est dommage. Non, je l'ai pas du tout sous la main d'ailleurs, c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà, il y a une petite inspiration de ce téléphone-là, sans rentrer dans le plagiat, bien entendu, c'est-à-dire sans rentrer dans la contrefaçon. C'est une bonne chose. Oh, tiens, intéressant. Alors c'est vrai, le système d'exploitation est un petit peu original sur ce téléphone. J'avais oublié ce détail. D'ailleurs, je sais pas comment on déverrouille, juste en faisant comme ça. Bon, d'accord. Alors, je viens de configurer mon Wi-Fi, et ce que j'ai pu remarquer déjà, c'est que le tactile a l'air très précis, mais surtout un deuxième truc, tiens, il est en train de télécharger une mise à jour en arrière-plan. Qu'est-ce que je disais? Oui, et le deuxième truc surtout, c'est que j'ai pu voir l'écran de plus près hors caméra, tout simplement, parce que là je regarde à travers l'écran de la caméra, et l'écran a l'air excellent. Tiens, un petit quelque chose qu'a planté parce qu'il était en train de se mettre à jour en arrière-plan, je suppose. Bon, c'est pas très classe, mais bon, pourquoi pas, on verra bien si ça se reproduit. Nous avons une mise à jour OTA, alors ce truc-là gère les mises à jour OTA, déjà très très bon. Donc voilà, ça c'est pas mal. Alors optimise certaines fonctions, corrige des bugs, bon bah voilà, hein, tout simplement. Et il y a même une petite fonction à l'intérieur du truc de mise à jour pour installer une mise à jour que l'on mettrait en local dans la carte SD ou dans la mémoire interne. Ça c'est assez étonnant. Donc on peut choisir l'intervalle de mise à jour, enfin de recherche des mises à jour, ce genre de truc, bon comme d'habitude, hein. C'est le truc qu'il y a à l'intérieur d'Android classique, hein, ça c'est vraiment pas du tout... Donc on va télécharger la mise à jour, hein, on va l'appliquer, et surtout un petit quelque chose que je pourrais avoir à dire à propos de ce téléphone surtout, c'est que l'écran donc, parce que je pense que je me suis interrompu en plein milieu, l'écran est excellent pour du 720p, en fait... Il donne un peu l'impression d'un écran 1080p, hein, comme je le disais, donc il y a des chances que ce soit un JDI, hein, tout simplement. Bon bah c'est parti pour le mettre à jour, on a assez de batterie pour ça, a priori. Donc voilà, pour moi c'était vraiment pas une marque que je prenais vraiment au sérieux, avant d'avoir celui-là entre les mains, tout simplement parce que je savais que à l'époque où j'avais regardé pour cette marque, ils avaient fait genre 2 téléphones différents, quoi, donc bon, j'étais pas sûr, et j'avais pas vu qu'ils avaient un site internet officiel déjà, ils ont un site internet plutôt bien fait d'ailleurs, l'adresse est ici, hop,
Il y a même un QR code à ce que je vois ici, j'avais pas fait gaffe que c'était un QR code ce truc. Et franchement, voilà, mise à jour OTA, etc. Le téléphone a l'air d'être bien foutu. On verra si après 2 semaines d'utilisation, parce que je compte l'utiliser longtemps ce truc-là. Bon, ça sera peut-être qu'une semaine, ça dépendra de mon planning. Mais voilà, j'espère que franchement, il se révélera être un téléphone déjà bien débugué, parce que ça serait une bonne chose. Et que voilà, quoi, que ce soit un téléphone qui vaille le coup, parce que au niveau de la qualité de construction, ça a l'air d'être comme n'importe quel téléphone de là-bas, c'est-à-dire tout à fait convenable. Bon, c'est un gros téléphone avec un grand écran, donc voilà, a priori, je veux dire, comme d'habitude, il va falloir y faire attention, hein, c'est normal. Mais voilà, c'est un téléphone pas trop cher, avec une configuration vraiment plutôt pas mal. Maintenant, restera plus qu'à voir si dans les détails, eh bien, il est aussi bon que, par exemple, le Elephone P6000, qui était un téléphone avec une configuration quasi identique, mais a priori avec un moins bon appareil photo, on voit ça à l'œil nu, parce qu'il est 2 fois plus gros sur celui-là. Après ça, bien entendu, il y a le traitement software en arrière-plan, ce genre de trucs qui peuvent jouer énormément pour ce qui est de l'appareil photo ou ce genre de trucs, donc on verra si c'est vrai ou pas, mais voilà, on verra. Je viens de me rendre compte qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un petit jingle au démarrage, mais pour une fois il est pas trop agaçant, c'est pas le genre de truc qui fait un bruit épouvantable, etc. Non, 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 non. Donc voilà, une mise à jour OTA qui vient de se faire, hein, visiblement un correctif de bug, hein, pas grand chose de plus. Et me revoilà 2 semaines après avoir commencé le test de ce fameux téléphone qui est le Kingzone N3 Plus, et franchement je dois vous dire que j'ai été bluffé par ce téléphone, mais vraiment bluffé. Déjà le design, au départ je trouvais juste qu'il était joli, mais surtout il tient bien en main, il est vraiment bien foutu ce design. Je sais pas, je pense pas qu'il ait piqué ou que ce soit. Comme je disais, il me rappelle le Xiaomi Mi 3, mais bien entendu c'est pas le Xiaomi Mi 3 non plus, hein, du tout bien entendu. Mais vraiment il est bien foutu. Et franchement, vu qu'il est moins cher que le Elephone P6000, je m'attendais à ce qu'il soit moins bon sur tous les points. Mais au final, il est supérieur sur la majorité des points au Elephone P6000. Et franchement, ça m'étonne énormément qu'il soit supérieur sur autant de points. Et en plus de ça, il s'octroie quelques petits gadgets en plus que n'a pas le Elephone P6000, comme ce lecteur d'empreintes digitales. Commençons par les quelques petits points qui sont en dessous du Elephone P6000, juste parce que comme ça, ce sera fait, quoi, tout simplement. Eh bien, un petit quelque chose qui est un petit peu en dessous du Elephone P6000, c'est tout simplement l'autonomie. Là, on est à 4h30, 5h en utilisation normale, écran allumé, hein, c'est-à-dire le temps cumulé à écran allumé, 4h30, 5h, peut-être un peu plus de 5h suivant ce que vous faites, hein, ce genre de truc. Là, on est plutôt dans les 6h, enfin voilà, on a un peu plus. Et le deuxième truc, c'est l'écran tactile. Alors l'écran tactile n'est pas mauvais du tout, il est vraiment pas mauvais du tout, hein. Mais si vous tapez comme une mitrailleuse sur l'écran, vraiment, si vous êtes vraiment extrêmement surexcité du clavier, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros, si vous essayez de battre un record, tout simplement, eh bien, l'écran tactile peut avoir, enfin, bon, ça c'est juste par expérience, parce que franchement c'est difficile à discerner, mais il est quand même un petit peu moins bon que ce qu'on peut avoir sur les hauts de gamme ou le Elephone P6000, ce genre de truc qui est vraiment avec un écran très précis. Comme vous le voyez, il ne loupe absolument aucun appui, hein, quand vous tapez très vite ou ce genre de choses. Et il n'y a pas non plus ce genre de problème aberrant du style, quand vous faites ce genre de choses, vous avez une ligne qui fait ça sur l'écran, enfin au lieu de détecter un appui là et un appui là successif. Non, c'est un écran tactile 5 points qui est tout à fait précis, il est vraiment très bon. Il y a beaucoup de téléphones qui ont un écran tactile beaucoup moins précis que celui-là, même à ce genre de prix, mais voilà, il a comment on peut appeler ça, une sorte de précision qui, par rapport à celui-là, c'est-à-dire en gros par rapport à cet écran-là, si vous appuyez un tout petit peu à droite ou un tout petit peu à gauche d'une touche, par exemple sur le clavier, eh bien le clavier aura pas assez de précision pour, il aura moins de précision qu'avec ce clavier-là pour auto-corriger les mots avec plus d'aisance, disons. Donc voilà, bon, c'est vraiment pas grand-chose et très sincèrement, pour la majorité des gens, y compris moi, hein, c'est pas particulièrement dérangeant. Ensuite, le truc qui m'a vraiment le plus bluffé dans ce téléphone, c'est la qualité de l'écran 720p. Franchement, on dirait un 1080p, c'est dingue, il est vraiment excellent. Alors, je dis pas qu'on dirait un 1080p par rapport à la résolution, c'est vrai que si on colle son œil au truc, il faut vraiment être très attentif. On arrive à voir les pixels, hein, c'est pas un 1080p tout simplement. Mais la qualité de l'image, c'est-à-dire le respect des couleurs, le fait que, vous savez, le sorte de tramage, le quadrillage qu'il y a entre les pixels, etc., est
tellement discret, on ne le voit juste jamais. Il y a des 720p qui donc ont la même taille, hein, 5 pouces, ou, comme par exemple celui-là du Axio Neon N3 ou celui-là du Cubot Zoro par exemple. On voit très bien que c'est un 720p et pas un 1080p, c'est-à-dire qu'on voit extrêmement bien les lignes qu'il y a entre les pixels et les colonnes, etc. Bon, on les voit pas non plus au point que ce soit dérangeant, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin de coller son œil pour le voir. Là, vraiment, cet écran est vraiment excellent. Ensuite, pour ce qui est de la fluidité, le bon fonctionnement, ce genre de choses, la RAM disponible, etc., eh bien, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai fait sur le Elephone P6000, parce que c'est strictement la même chose, c'est le même processeur, la même quantité de RAM, la même quantité de ROM, vraiment l'expérience utilisateur est premium, hein, littéralement, hein, c'est quand je dis ça, hein, que c'est premium, c'est tout simplement que c'est le même type d'expérience utilisateur que sur un Snapdragon 800 sur un écran 1080p. Alors certes, là c'est un écran 720p, mais voilà, vous verrez pas la différence entre ça et un téléphone, un bon Snapdragon 800, genre par exemple un Xiaomi Mi 3 ou ce genre de choses, vu que c'est la première chose qui me vient en tête dès que je vois ce téléphone. Je sais pas pour quelle raison, enfin si je sais pour quelle raison, mais enfin voilà. Voilà, donc comme je le disais, vraiment une expérience utilisateur très bonne pour les jeux. Nickel pour tout en fait, c'est vraiment nickel. Par contre, s'il y a un petit défaut tout petit, c'est tout simplement le fait que ils ont séparé la partie où on installe les programmes de la partie où tout simplement on stocke ses fichiers dans la mémoire interne. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégralité de la mémoire interne n'est pas faite à la fois pour les fichiers et pour les programmes, ça a été sectionné en deux, ça a été fragmenté. Et donc bon, c'est pas vraiment un gros problème vu qu'on a à peu près 5 Go pour l'installation des programmes, c'est-à-dire autant que ce que l'on aurait sur un téléphone où tout était unifié avec une ROM de 8 Go, mais là on a 16 Go et donc la partie bonus, disons, est utilisable pour le stockage des fichiers, ce genre de choses, et pour déplacer les programmes vers la deuxième partie. Donc bon, faut vraiment le faire exprès pour remplir les 5 Go qui sont disponibles. Notamment, j'ai installé 2 jeux de 1 Go, de plus d'1 Go, presque, bah voilà quoi, un jeu de 500 Go, un jeu de 400 pratiquement, un autre qui fait 300, etc., et puis ensuite toute une tripotée de machin choses. J'ai aussi déplacé plein de trucs vers la carte SD, vers le stockage téléphone, comme vous voyez. Par contre, si vous voyez qu'ici il y a plein de petits trous, etc. entre les icônes, bah c'est tout simplement parce que quand on redémarre le téléphone, tous ceux qui ont été déplacés vers la deuxième partie de la mémoire téléphone, eh bien, n'apparaissent plus sur le bureau. Donc ça, c'est un bug du launcher. Bon, pour régler ce problème, c'est simple, hein, il vous suffit d'installer un launcher alternatif, comme ADW Launcher, et j'arrive plus à trouver où c'est que je l'ai mis. Non, il est pas là. Bah, attendez, je le cherche, ADW Launcher. Merde, je crois que je l'ai désinstallé. Enfin bref, donc oui, bon, bah, voilà. Donc si vous avez vraiment envie d'installer 2 tonnes de trucs, il vous faudra malheureusement changer de launcher, mais ADW Launcher, c'est quasiment la même chose que le launcher qui est donné d'origine. Mais voilà, c'est juste sans le bug, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment l'un des rares petits problèmes. Mais par contre, en parlant de bug, il y a un truc qui est assez incroyable avec ce téléphone, c'est le nombre de mises à jour OTA que j'ai eu. Pendant que j'étais en train de tester ce téléphone, c'est-à-dire pendant les 2 semaines, j'ai eu 4 mises à jour OTA. 4 mises à jour OTA, et je regardais si j'en avais pas une 5e, on sait jamais. 4 mises à jour OTA en même pas 2 semaines. C'est incroyable de voir autant de supports, on va dire, logiciels sur un tel téléphone. D'ailleurs, ils ont réglé pas mal de trucs. La précision d'écran tactile, comme je vous le disais, ils l'ont amélioré considérablement par rapport à la version qui était préinstallée dans le téléphone. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Un deuxième truc, c'est que le haut-parleur arrière, là, le haut-parleur... voilà, ils ont juste mis une toute petite grille ici. Le haut-parleur, donc, pour tout simplement la sonnerie, ce genre de choses, et puis écouter une vidéo sans avoir à brancher de kit main libre ou ce genre de trucs. Eh bien, ce haut-parleur était vraiment trop faible, et via une mise à jour firmware, ils ont tout simplement augmenté le volume maximum, comme on aurait pu le faire nous-mêmes, hein, en utilisant le menu de débugage de Mediatek, hein. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, parce que ça peut être utile, et donc voilà, ça peut servir aussi à changer les IMEI, ce genre de trucs. Et donc, qu'est-ce que je disais à ce propos d'ailleurs ? Oui, bah voilà, donc je disais, oui, on aurait pu l'ajuster nous-mêmes s'ils n'avaient pas corrigé le bug, augmenter le volume du haut-parleur, en passant par le menu de... comment il l'appelle déjà ? Le menu, pas développeur, non, c'est... Comment ils l'ont appelé ? Le menu ingénieur, voilà, de Mediatek, et par là, on peut tout simplement augmenter les volumes manuellement, ce genre de truc, mais ils l'ont fait pour nous, donc ça c'est une bonne chose, c'est la dernière mise à jour en date qui a fait ça, donc ça c'est très bien. Donc ils corrigent vraiment les problèmes de ce téléphone les uns après les autres, c'est assez impressionnant.
Bon, maintenant faisons ce qui reste dans l'ordre. Alors donc, dans ce qui reste de très bon que j'ai pu voir dans le hardware, alors il y a notamment l'écran, la vitre de l'écran tout simplement, qui a l'air bien plus rigide que l'accoutumée. Attendez, j'essaye de trouver un truc où je peux appuyer sans que ça déclenche des trucs. Comme vous voyez, regardez, quand j'appuie sur l'écran, j'essaye d'appuyer très fort, même avec l'ongle, on voit pas de déformation qui se fait sur le LCD. Et si là, voilà, en appuyant vraiment très très fort, j'arrive à faire une toute petite déformation sur le LCD, vous la voyez même pas d'ailleurs tellement elle est faible. Mais voilà quoi, l'écran a l'air plus rigide, la vitre de l'écran en tout cas, a l'air d'être plus rigide que d'habitude, et ça c'est une bonne chose. Je sais pas si ça va se concrétiser dans la solidité du téléphone, mais il a pas l'air fragile en tout cas. Alors maintenant pour ce qui est de l'appareil photo, truc très marrant, bizarrement, ce qui disait derrière donc la boîte du téléphone est vrai, c'est-à-dire que la caméra de devant a vraiment un autofocus. C'est vraiment bizarre comme idée, hein. Regardez-moi ça, je mets mon pouce devant, normalement ça devrait faire le focus, s'il est pas trop près, parce que l'autofocus de l'appareil de devant n'est pas aussi sensible non plus que celui de l'appareil de derrière, attention, je sais pas quelle est la distance qu'il faut. C'est marrant, on voit juste mes cheveux et puis l'espèce de truc. En tout cas, vraiment très bonne qualité pour l'appareil photo de devant. Et il a un autofocus, mais c'est difficile à vous démontrer comme ça en vidéo. Enfin bon, voilà. Et l'appareil de derrière est de très bonne qualité lui avec. Et le flash est vraiment très lumineux aussi. Vraiment. Et voilà une vidéo qui est faite avec l'appareil photo de devant, avec son autofocus et ce concept un peu spécial du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon à propos de ça? Oui, la photo que vous avez vue avant, elle a été faite dans le noir complet avec le flash. Et comme vous voyez, il y a une drôle de teinte rose qui se fait sur la photo. Bon, c'est pas problématique et je pense que ce sera réglé par une mise à jour, ce genre de choses. Enfin, ça a été fait dans le noir complet et comme vous le voyez, ça prend vraiment de très bonnes photos avec le flash. Et maintenant, vous pourrez peut-être voir la différence. Voici l'appareil photo de derrière avec le flash activé en vidéo. Toujours très chiant de regarder ça directement dans les yeux. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que les appels, c'est parfait, la qualité d'écoute est très bonne, le micro est excellent lui avec, la réception est bonne, et le GPS est tout à fait compétent pour une fois, donc absolument rien à dire là-dessus. Je pense pas qu'il ait de boussole du tout, hein, non plus d'ailleurs. Mais il a un vrai GPS qui ne saute pas en permanence sur toute la map, donc c'est pas mal. Rapide d'ailleurs le GPS. Il y a aussi l'OTG, donc on peut brancher une souris par exemple dessus avec un petit câble spécial, et il y a une LED de notification qui est pas trop brillante, mais pas non plus trop faible comme sur le Mijou L100 comme je vous avais montré une fois. Non, cette fois-ci elle est juste comme il faut, c'est-à-dire elle vous brille pas dans les rétines quand vous êtes en train de regarder par exemple une vidéo dans le noir et que vous avez eu le malheur de passer en dessous de 15%, et donc du coup ça vous clignote dans l'œil, c'est très chiant, alors vous tenez le téléphone de cette manière-là, exprès pour cacher la petite LED ou ce genre de truc. Enfin voilà, ce genre de choses. Non, il n'y a pas ça avec ça. La LED est suffisante, enfin voilà, la LED est assez discrète pour ça, même quand elle clignote en rouge pour pour dire batterie faible ou ce genre de choses, ça n'est pas particulièrement gênant, et elle est, quand il fait vraiment très soleil, elle est très dure à voir quand même, mais elle est pas invisible non plus, donc quand on sait où elle est et qu'on sait où regarder, on la voit tout simplement, donc vraiment j'aime bien cette LED de notification, elle n'est pas particulièrement, enfin voilà, elle conviendrait même à ceux qui aiment pas une LED de notification du coup, tout comme ceux qui en voudraient une absolument, donc personnellement moi ça me va. Et enfin, le dernier truc assez bizarre qu'il y a en matière de hardware, mais qui est particulièrement bien dans ce téléphone, c'est le capteur d'empreinte. C'est pas parce qu'il marche bien qu'il est particulièrement bien, parce que il doit être encore comme... D'ailleurs, il est pas assez large, je trouve. Enfin, surtout quand on a des doigts comme les miens. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Il est pas assez large, le capteur d'empreinte. Donc, je trouve qu'il est pas terrible. Mais ils ont intégré dans ce capteur d'empreinte une fonctionnalité très marrante. C'est ça, regardez. Scrolling via capteur d'empreinte. Et bon, il faut le désactiver parce que ça crée de gros problèmes en jeu notamment, parce que quand vous tenez votre téléphone comme ça en jeu et que vous pataugez dedans sans faire exprès, pendant que vous êtes en train de jouer par exemple à un jeu qui joue comme ça, hein, tout simplement, vous avez votre doigt qui se trouve directement dessus comme vous pouvez le constater, et ça se met à jurer avec le jeu et à faire n'importe quoi, donc il faut aller le désactiver, mais sinon, eh bien c'est une très bonne chose. Alors vous avez vu que ça scrollait dans ce sens-là, mais attendons une seconde, on va aller dans Twitter tout simplement, et regardez, ça scrolle aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire ça scrolle comme ça quoi. Bon après il faut vraiment alors c'est pas facile hein, pour faire des longs scrolls comme ça, mais pour faire des petits scrolls juste pour faire ça tout simplement, hein, ça marche de manière assez amusante. Bon c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, mais si de manière software ils arrivent à améliorer les choses, ou s'ils arrivent dans un prochain téléphone à mettre un capteur d'empreinte à la fois plus précis et plus gros, et à garder cette fonctionnalité, et surtout faire en sorte
que, je sais pas, quand l'orientation est dans ce sens-là, ça le désactive, ou un truc du genre, enfin, une astuce pour faire en sorte que ça jure pas avec les jeux. Moi, je trouve que l'idée est vraiment bien vue. Donc voilà, ensuite, pour le désactiver, il suffit d'aller dans Paramètres, Finger Scanner, ici, et désactiver Fingerprint Navigation, ici, et hop, nous n'avons plus du tout ce dérangeant truc à l'arrière qui jure dans les jeux. Si vous faites pas de jeu, vous n'avez pas forcément besoin de le désactiver, c'est pas particulièrement dramatique. Et voilà, bah je pense avoir fait le tour, et très sincèrement, ce téléphone m'a franchement, il m'a époustouflé, hein. C'est vraiment un très bon téléphone. Bon alors, juste comme ça pour vous montrer un jeu, parce que c'est mon traditionnel jeu que je montre à chaque fois que je fais une vidéo. Alors oui, écoutons un petit peu le haut-parleur. Autrefois, quand on... Attends, je vais carrément le baisser là parce que voilà. Autrefois, quand on mettait au maximum, c'était pratiquement inaudible. Enfin, c'était pas pratiquement inaudible, c'était juste... Enfin, c'était pas adapté quand il y avait beaucoup de bruit autour de soi. Mais là, maintenant, le maximum est plutôt sympa. Même si le problème, c'est que on se retrouve quand même trop souvent à naviguer vers le maximum du volume. Enfin voilà quoi. Je pense qu'on il pourrait encore augmenter via une prochaine mise à jour le volume maximum. Donc ça, c'est un jeu, Leo's Fortune, qui est tout simplement un jeu de plateforme, qui est un bon jeu de plateforme, très agréable à utiliser au tactile. Donc hop, on va y jouer un petit peu. Et c'est un jeu qui coûte pas trop cher sur le Google Play Store, et si vous avez envie de l'acheter, c'est une bonne idée, parce que c'est un petit jeu indépendant comme ça, et vraiment il est bon pour un jeu indépendant. Donc, ah oui, d'ailleurs, la maniabilité est vraiment pas mal. Vous voyez, au tactile, sur le côté, on n'a pas un joystick. Enfin, on peut choisir dans les paramètres d'avoir un joystick, hein, ça, vous pouvez le jouer comme ça. Mais voilà, vous avez en fait, dans cette partie de l'écran, la première moitié de l'écran, vous faites gauche-droite comme ça. Et plus vous allez, voilà, plus vous inclinez fort, plus vous allez vite, etc., etc. Et pour sauter, vous faites un truc comme ça. Pour ensuite, alors, vous savez, c'est une sorte de petite boule de poil. Et si vous maintenez vers le haut comme ça, si vous le faites lentement, ça fait juste gonfler le personnage. Et si vous le faites vite, ça fait un saut. Hein. Donc, il faut savoir qu'il faut le faire assez violemment dans certaines... Parce que moi, une fois, je me demandais pourquoi ça... Faut vraiment que je baisse le son. Je me demandais pourquoi ça ne marchait pas dans un certain truc, mais en fait, il faut faire des gros mouvements si on veut que ça fasse le saut parfaitement bien. Et ça gère l'inertie, c'est un peu comme Sonic, les vieux Sonic en 2D, c'est assez marrant. Et quand vous allez vers le bas, ça alourdit le personnage pour le faire descendre plus vite. Alors le but, c'est tout simplement d'aller à la fin du niveau, et il y a des buts secondaires, celui-là d'avoir toutes les petites pièces. Bon, ça c'est le but le plus facile à atteindre. Ensuite, vous avez le second but qui est de terminer le niveau sans perdre une vie, et ensuite le troisième but c'est d'aller très vite pour terminer le niveau assez rapidement. Enfin voilà, c'est un jeu qui est sympathique, c'est un jeu qui est assez joli, etc. C'est un jeu qui doit demander un peu de ressources quand même s'il fonctionne sur la plupart des téléphones que j'ai pu voir. Et franchement, il est vraiment très agréable à jouer sur ce téléphone-là. Et en fait, c'est ce jeu-là qui m'a fait découvrir que, eh bien, il y avait un petit problème avec, vous savez, cette espèce de capteur d'empreinte derrière, et je pensais que c'était l'écran tactile qui était très mauvais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce problème? Pourquoi ça fait ça, etc. Et au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre, et remercier ce jeu pour m'avoir fait comprendre ça, parce que si le jeu avait pas été aussi bon, eh ben, tout simplement, j'aurais très certainement dit une connerie à propos de l'écran tactile, et j'aurais pas compris que ça venait du capteur d'empreinte, parce que j'aurais pas persévéré autant. Alors que littéralement, j'ai terminé le jeu sur ce truc-là, et la moitié du jeu, je l'ai fait avec le problème du truc tactile en arrière-plan qui fait n'importe quoi, et donc du coup, enfin, on voit bien que le jeu m'a fait persévérer. J'ai mis du temps à comprendre ça. Faut dire que c'était pas particulièrement facile à comprendre, hein. En fait, je pensais pas que ce truc-là allait jurer dessus, parce que, en fait, le problème, ben c'est vrai qu'il est désactivé, mais le problème, c'est que le capteur d'empreinte, pour faire ses scrolling et tout ça, il simule un doigt qui fait ça sur l'écran, ou ça sur l'écran, ou ça sur l'écran, ça sur l'écran, et quand vous faites juste un petit tapotage dessus, ça simule un clic à un endroit. Donc c'est vraiment mal foutu, c'est pas foutu de manière intelligente, cette espèce de capteur d'empreinte pour scroller, etc., comme je pensais que c'était fait. Moi, je pensais que c'était fait de la manière, vous savez, comme je disais, d'une manière intelligente, c'est-à-dire tout simplement en allant plus bas niveau dans le système, et en lançant des commandes directement à Android pour scroller le truc sans simuler un écran tactile, en fait, ou un doigt sur l'écran tactile, ou ce genre de conneries. Parce que c'est vrai que c'était pas une idée particulièrement incroyable, hein.
Et voilà, j'ai fini mon niveau sans perdre une seule vie. Bon bah voilà, je pense que je peux conclure cette vidéo en vous disant tout simplement que bah voilà, j'ai beaucoup aimé ce téléphone. Ah, un petit truc que j'ai oublié de dire parce que ça commence à être une évidence maintenant, ces téléphones font la 3G, la 4G et la 2G de n'importe quel réseau français, c'est-à-dire y compris le WCDMA 900, vraiment l'intégralité des bandes, l'intégralité des fréquences, etc. Donc voilà, c'est une très bonne chose et ça a l'air d'être quelque chose de commun à tous les médiathèques MT6732 du coup, sauf que pour Free Mobile, eh bien vous avez bien entendu la 4G, mais vous avez que 3 géos de data. Donc ok, bon, c'est un petit peu chiant, mais c'est de la faute de Free, faut savoir, hein, parce que c'est juste la façon complètement stupide qu'ils ont de détecter si c'est un téléphone qui a accès à ces 20 Go ou à seulement 3 qu'ils utilisent eux en interne, qui est très mauvaise. C'est pratiquement de la publicité mensongère, parce que il y a plein de téléphones, même achetés sur notre territoire à nous, qui ne sont pas compatibles avec leurs 20 Go, soi-disant promis quand on a la 4G, donc vraiment c'est n'importe quoi la façon qu'ils font ça, et la seule façon de pouvoir outrepasser ce problème tout simplement, c'est de changer l'IMEI de ce téléphone contre l'IMEI d'un téléphone qui est compatible avec les réseaux de Free. Donc voilà, c'est très bien, génialissime. Donc voilà, sinon très bon téléphone. D'ailleurs, c'est l'un des seuls avantages qu'a le Elephone P6000, c'est que justement lui, visiblement, il a réussi à faire reconnaître sa marque chez Free, je sais pas comment ils ont fait, pour faire en sorte que l'IMEI soit compatible directement, immédiatement avec les réseaux de Free pour avoir les 20 Go, mais sinon, de ces deux téléphones, lequel est le meilleur? Bah ça dépend de votre utilisation. Celui-là a un meilleur écran, il est vraiment très bon. Celui-là a un meilleur tactile, pas de beaucoup, mais un meilleur tactile. Il a un à peine meilleur aussi haut-parleur, mais les appareils photo sont moins bons, ce genre de truc. Enfin voilà quoi, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Celui-là a plus d'autonomie, celui-là en a un peu moins. Celui-là est 1 millimètre plus épais, le Elephone P6000. Donc voilà, ils sont vraiment et 1 millimètre. Non, ils sont exactement de la même hauteur visiblement et de la même largeur aussi, j'ai l'impression. Enfin ouais, c'est la même largeur aussi. Enfin bon voilà, sinon. Voilà, c'est deux téléphones très similaires, sauf que ils ont chacun leur petit point de détail qui justifie l'achat pour une personne ou pour l'autre, ou tout simplement le design, hein, ça peut se jouer là-dessus aussi pour certaines personnes. Allez, salut à tous et à la prochaine!